7 mars 1945, 14h17, 6200 mètres d'altitude au-dessus du ciel allemand, non loin de Munich. Le capitaine Robert Johnson, un pilote de P-51 Mustang américain décoré, avec 27 victoires aériennes confirmées à son actif, fixe à travers la verrière de son cockpit quelque chose que son esprit refuse d'accepter. Un avion allemand le dépasse à toute vitesse. Pas le crissement habituel d'un avion à hélice, mais un grondement profond, tonnant, qui semble déchirer l'air lui-même. Le Messerschmitt, Me-262, accélère de 400 km/h à 870 km/h en quelques secondes. Le P-51 de Johnson atteint au maximum 710 km/h. En piqué, avec le vent dans le dos, et en priant, Johnson tente de le suivre. Son instinct, aiguisé par 2 années de combat aérien, lui hurle de chasser l'avion allemand, comme il l'a fait avec des centaines de Bf-109 et de F-Daubin 190. Il pousse le manche vers l'avant. Son Mustang se met à vibrer comme jamais auparavant. Les ailes commencent à flatter. L'indicateur de vitesse grimpe à 720 km/h, 730 km/h. L'avion hurle, la structure métallique craque. Le Me-262 est déjà à 1 km et accélère encore. L'ailier de Johnson, le lieutenant Thomas Miller, hurle à la radio. « Captain, abandonnez! Vous allez perdre vos ailes !» Mais Johnson n'écoute presque plus. Ses yeux sont rivés sur le chasseur à réaction allemand, qui effectue maintenant un virage parfait. Un virage impossible pour un Mustang à cette vitesse. Le Me-262 fonce droit sur lui. Johnson voit les flammes des canons, 4 canons MK-108 de 30 mm. Chaque obus pèse 330 grammes. Chacun peut abattre un bombardier avec un seul coup. Son Mustang est en aluminium. Miller explose dans une boule de feu. Aucun avertissement, aucune chance. Un instant, il vole en formation. L'instant d'après, il n'est plus qu'une traînée de flammes tombant vers le sol. Johnson tire sur le manche. Son Mustang cabre désespérément. Les forces G l'écrasent dans son siège. Des points noirs dansent devant ses yeux. Le Me-262 passe en trombe, déjà hors de portée, avant même que Johnson puisse réagir. Il survit, par pur hasard. 2 heures plus tard, Johnson est assis à la réunion d'information sur la base aérienne de Debden, en Angleterre. Ses mains tremblent alors qu'il regarde son commandant, le colonel Donald Blakesley. Autour de lui, 14 autres pilotes. Tous ont vu le Me-262 aujourd'hui. Sur les 16 Mustangs qui ont poursuivi les chasseurs à réaction allemands, seuls 8 sont revenus. Un taux de perte de 50%. En une seule mission, Blakesley lit un message radio du général James Doolittle, commandant de la 8e US Air Force. Le message est clair. À compter de cet instant, évitez toute poursuite directe des chasseurs à réaction allemands. Objectif principal, les aérodromes pendant le décollage et l'atterrissage. Johnson regarde ses mains. Elles tremblent, toujours. Ce n'était que le commencement. Au cours des 6 semaines suivantes, de mars à avril 1945, l'aviation américaine et britannique allait apprendre une leçon amère sur la supériorité technologique. Une leçon qui a coûté la vie à des centaines de pilotes. Une leçon que des rapports déclassifiés documenteraient des décennies plus tard comme un taux de perte de 80%. Pas 50%, pas 60%, 80%. 8 avions de chasse alliés sur 10. Et qui tentèrent de poursuivre un Me-262 en combat aérien ne revenaient pas. La question n'est pas de savoir pourquoi les Alliés ont interdit la poursuite. La question est de savoir comment on a pu en arriver là. Comment une nation, matériellement, numériquement et industriellement dépassée, a pu créer une arme que les pilotes alliés préféraient déserter plutôt que de rencontrer. Pour comprendre cela, il faut remonter en 1943. Pas chez les Allemands, chez les Américains. À leurs attentes, à leur arrogance, au moment où ils ont réalisé que la supériorité technologique ne s'achète pas avec de l'argent ou des effectifs. Au printemps 1943,
l'United States Army Air Force domine le ciel au-dessus de l'Europe, ou du moins le croit-elle. Le P-51D Mustang, équipé du moteur Rolls-Royce Merlin V657, atteint l'impressionnante vitesse de 710 km/h. Le P-47 Thunderbolt, une centrale volante de 2535 chevaux, peut voler à 690 km/h. Tout en transportant 2700 kg de bombes, le Spitfire Mk-14 britannique atteint 720 km/h. Le Yak-3 soviétique atteint 655 km/h. Tous ces chiffres reposent sur un principe aérodynamique fondamental, l'hélice, une hélice entraînée par un moteur à piston qui utilise la compression de l'air et la combustion pour générer de la force mécanique. En 1943, les meilleurs ingénieurs aéronautiques du monde ont perfectionné ce système. La série Rolls-Royce Merlin produit 1720 chevaux à partir de 27 litres de cylindrée. L'américain Pratt & Whitney R2800 Double Wasp atteint 2535 chevaux. Ces moteurs représentent des décennies d'évolution, en commençant par les frères Wright en 1903. Les limites techniques sont clairement définies. À des vitesses supérieures à 750 km/h, des effets de compressibilité apparaissent. L'écoulement de l'air sur les pales de l'hélice devient instable. Le rendement diminue dramatiquement. La structure de l'avion elle-même commence à céder, car les alliages d'aluminium sont sujets aux dommages de flottement sous des contraintes transsoniques. C'est la limite physique des avions à hélice. C'est la limite que tout le monde a acceptée, tout le monde sauf les Allemands. Dans les halls de développement secret de Messerschmitt à Augsbourg, des ingénieurs travaillent sur quelque chose de radicalement différent. Pas une évolution du moteur à piston, pas une version améliorée de l'hélice, mais une révolution complète du principe de propulsion. Le moteur à turbojet. Le principe est théoriquement élégant. L'air est aspiré par un compresseur, mélangé à du carburant, brûlé, et expulsé à travers une turbine. La turbine entraîne le compresseur. L'expulsion crée une poussée directe. Pas d'hélice, pas d'engrenage, pas de perte mécanique. La pratique est brutalement compliquée. Les températures dans la chambre de combustion atteignent 1100 degrés Celsius. Les aciers conventionnels fondent à 900 degrés. Les aubes de la turbine doivent supporter 14 000 tours par minute à ces températures. Le moindre déséquilibre entraîne une défaillance catastrophique. Les Alliés connaissent ces défis. Les ingénieurs britanniques travaillent sur le Gloster Meteor, qui devient opérationnel en 1944, mais avec une vitesse de pointe de 670 km/h. Il est à peine plus rapide que les chasseurs conventionnels. Les Américains expérimentent le Bell P-59 Aira Comet, qui atteint la vitesse honteuse de 660 km/h et est rétrogradé au rang d'avion d'entraînement. L'industrie aéronautique soviétique n'a même pas commencé à travailler sur les moteurs à réaction. Au Wright Field, Ohio, un groupe de 32 ingénieurs sous la direction du Dr Theodor von Karman travaille sur des calculs aérodynamiques pour les futurs avions à haute vitesse. Leurs modèles, basés sur des tests en soufflerie et des hypothèses théoriques, prédisent qu'un avion à réaction pratique ne sera pas opérationnel avant 1948. Et même alors, avec des compromis considérables en termes d'autonomie, de fiabilité et de maniabilité. Un mémo interne du Dr von Karman, daté du 15 février 1943, déclassifié en 1973, se lit comme suit. Les défis techniques de la propulsion par turboréacteur sont si importants que tout système qui deviendrait opérationnel dans les 5 prochaines années devrait être considéré comme un miracle aéronautique. La science des matériaux, la thermodynamique et les tolérances de fabrication dépassent nos capacités actuelles d'au moins une décennie. Ce mémo est transmis en mars 1943 au général Henry Arnold, le commandant général des US Army Air Force. Arnold le lit et le classe.
Il y a des priorités plus importantes. Intensifier l'offensive de bombardement stratégique contre l'Allemagne. Personne ne s'inquiète des chasseurs à réaction allemands parce que personne ne croit qu'il soit possible. Cette conviction sera brutalement corrigée. Le 25 juillet 1944, au-dessus de Nuremberg, un pilote de bombardier B-17 américain nommé lieutenant James Maitland voit quelque chose que son ingénieur de bord qualifiera plus tard d'impossible. Deux avions allemands, sans hélice, accélèrent en direction de sa formation. Ils volent si vite que leurs P-51 Mustang d'escorte ne peuvent même pas les suivre. Les deux Me-262 effectuent une passe. Ils ne tirent pas. Ils traversent simplement la formation, se mettent sur le dos et disparaissent vers le bas, évanouis, avant même que les mitrailleurs de queue n'aient pu orienter leurs canons. Le rapport de Maitland est classé comme contact avec un jet ennemi. C'est l'un des premiers, ce ne sera pas le dernier. Dans les mois qui suivent, les rapports s'accumulent. Avions à réaction au-dessus de Munich, au-dessus de Berlin, au-dessus de Hambourg. Toujours le même schéma, vitesse incroyable, attaques éclairs. Aucune possibilité de poursuite. Le 5 octobre 1944, la Luftwaffe fonde officiellement le Jagdgeschwader 7, la première unité de combat entièrement équipée de Me-262, commandant Major Theodor Weissenberger. Un as avec 208 victoires confirmées. La 8e US Air Force réagit avec inquiétude, mais pas avec panique. L'analyse est simple. Les Allemands ont peu de ces avions. La capacité de production est affaiblie par les bombardements alliés. Les pilotes, bien que talentueux, ne peuvent pas compenser la supériorité numérique des Alliés. Cette analyse est correcte, mais elle néglige un facteur critique. Si un seul Me-262 peut neutraliser 10 chasseurs alliés sans être touché, le nombre n'a plus d'importance. Les Alliés la prendront de la manière la plus dure en mars 1945. 18 mars 1945. Base aérienne d'Achmer, Allemagne, 06h23. L'Oberleutnant Franz Schall se tient à côté de son M262A Unna, numéro de série 1083. Il a 25 ans. Il a 133 victoires aériennes confirmées, dont 14 avec le M262, toutes obtenues au cours des 4 dernières semaines. Schall pose sa main sur le fuselage de l'avion. Le métal est froid dans l'aube. Les deux turboréacteurs Junkers Jumo 004B1 pendent sous les ailes comme des torpilles. Chacun pèse 745 kg. Chacun produit 8,8 kN de poussée. Ensemble, ils permettent une vitesse maximale de 870 km/h et une vitesse d'atterrissage de 220 km/h, ce qui fait du Me-262 un cauchemar à l'atterrissage. Schall a perdu 3 pilotes hier, pas en combat aérien, à l'atterrissage. 2 ont explosé à l'impact. Parce que les moteurs réagissaient trop lentement au changement de puissance. Un s'est écrasé parce qu'il approchait trop abruptement et a perdu le contrôle. Le Me-262 est le chasseur le plus meurtrier dans le ciel, mais il tue ses propres pilotes presque aussi souvent que ceux de l'ennemi. Schall grimpe dans le cockpit. Les instruments sont familiers, altimètre, indicateur de vitesse, jauge de carburant, indicateur de régime du compresseur pour les 2 moteurs. Le viseur réflexe Révi C12D est calibré pour les 4 canons Mk108 de 30 mm, 2 dans le nez, 2 à l'emplanture des ailes. Il démarre les moteurs. Le processus est délicat, trop vite, et les aubes de la turbine surchauffent et lâchent, trop lentement, et le moteur cale. Schall a fait ça 47 fois. Il survit parce qu'il est prudent. Le moteur gauche démarre. Un grondement profond qui se transforme en un hurlement strident. Puis le droit. Le Me-262 vibre légèrement. Un tremblement de puissance brute. À 06h41, Schall roule jusqu'à la piste. Il fait partie d'une patrouille de 4 Me-262. Leur mission, intercepter une formation de bombardiers B-17 américains au-dessus de Nuremberg.
Les renseignements indiquent que 120 bombardiers arriveront, avec environ 100 chasseurs d'escorte P-51 Mustang, 4 Me-262 contre 100 P-51 et 120 B-17. Schall sourit. Il aime les défis. À 06h47, il décolle. L'accélération le plaque à son siège. Contrairement aux avions à hélice, où l'accélération est linéaire, la puissance des turboréacteurs augmente de façon exponentielle avec la vitesse. Plus l'air circule rapidement dans le compresseur, plus la poussée est importante, à 400 km/h. Schall a déjà dépassé tous les chasseurs alliés, à 600 km/h. Il est inatteignable, à 800 km/h. C'est une fusée. Il monte à 7000 mètres. La formation vole vers le nord-ouest. Vers la position d'interception prévue, à 07h14, il les voit, un nuage massif d'avions à l'horizon. Les B-17 volent en formation combat-box, 3 groupes de 40 bombardiers, chacun divisé en escadrilles de 12. Les chasseurs d'escorte P-51 volent en 2 couches, une couverture basse à 5500 mètres, une haute à 8000 mètres. Le chef de patrouille de Schall, le major Heinrich Herrler, un vétéran avec 209 victoires, donne l'ordre par radio « Attaquez les bombardiers ». Ignorez les chasseurs, ils ne peuvent pas nous suivre. Les 4 262 accélèrent à 850 km/h et plongent sur la formation de B-17. Du point de vue américain, dans le cockpit d'un P-51 Mustang, à 2000 mètres au-dessus de la formation de bombardiers, le capitaine William Henderson voit quelque chose qu'il décrira plus tard comme un cauchemar. 4 petits points à l'horizon, qui se transforment en quelques secondes en avions reconnaissables. Non pas annoncés par le bruit des hélices, mais par un hurlement profond et persistant qui tranche l'air raréfié de l'altitude. Henderson hurle dans son micro « Bandits, 9 heures hautes, Jets ». Sa patrouille de 12 Mustangs vire à gauche pour intercepter. Ils accélèrent à 680 km/h, vitesse de combat, assez rapide pour rattraper n'importe quel avion allemand à hélice. Les Me-262 les ont déjà dépassés. Henderson les voit traverser la formation de B-17 à toute allure. Une ligne de tir traceur, puis des explosions. 3 B-17 tombent instantanément, des flammes s'échappant de leurs moteurs. Des parachutes s'ouvrent comme des fleurs blanches sur le ciel bleu. Les 4 Me-262, cabrant, font un tonneau et piquent pour une seconde attaque. Henderson plonge à leur poursuite. Son Mustang tremble alors qu'il atteint 720 km/h, sa vitesse maximale. Les Me-262 s'éloignent simplement de lui, en accélérant. C'est comme courir après le vent. L'ailier d'Henderson, le lieutenant Robert Davis, tente de faire feu. Ses 6 mitrailleuses Browning de 12,7 mm tonnent. Les munitions traçantes dessinent une ligne orange à travers le ciel. Elles manquent les M262 d'au moins 500 mètres. Les chasseurs allemands sont simplement trop rapides. Puis, l'un des Me-262 fait demi-tour. Il fonce droit sur Davis. Henderson crie « Break right, virez à droite, virez à droite ». Mais il est trop tard. Les canons de 30 mm du Me-262 crépitant. Henderson voit les flammes de bouche. Il voit les obus atteindre le Mustang de Davis. L'aile gauche explose. L'avion part en vrille. Incontrôlable. Aucun parachute ne s'ouvre. En 47 secondes, 4 Me-262 ont abattu 6 bombardiers B-17 et 5 P-51 Mustang. Puis, ils disparaissent, retournant vers l'Allemagne. Hors de portée, avant même que les Américains puissent réagir. Henderson rentre à la base. Ses mains se serrent convulsivement sur le manche. Il a survécu à 2 ans de combat aérien. Il a abattu 19 avions allemands. Il n'a pas peur des Bf-109, pas peur des FB-190. Mais le Me-262, c'est autre chose. C'est la terreur. De retour à la base aérienne de Debden, en Angleterre, le colonel Donald Blakesley rédige un rapport urgent au général James Doolittle.
Le rapport fait 11 pages, déclassifié en 1978. Les passages cruciaux se lisent comme suit. Les chasseurs à réaction allemands représentent une menace qui dépasse nos doctrines tactiques actuelles. Les tactiques d'interception conventionnelles sont totalement inefficaces. La poursuite se solde par des pertes catastrophiques, sans succès significatif. Sur 43 tentatives d'engager des ME-262 en combat aérien au cours des 14 derniers jours, 34 se sont soldées par la perte totale de l'appareil poursuivant. C'est un taux de perte de 79%, presque 80%. Blakesley recommande une adaptation tactique immédiate. Attaquer les ME-262 uniquement pendant le décollage et l'atterrissage lorsqu'ils sont vulnérables. Pas de poursuite en plein ciel. Pas de combat aérien direct. Le général Doolittle lit le rapport. Il lit 47 rapports similaires provenant d'autres unités. Les statistiques sont consistantes. Le ME-262 est invincible en combat aérien. Le 22 mars 1945, Doolittle donne l'ordre. Il est classifié, mais son essence est simple, éviter les ME-262 en combat aérien, se concentrer sur les attaques au sol contre les aérodromes. Mais cet ordre pose un problème. Les pilotes sont formés pour combattre, ils ne sont pas formés pour fuir. Les conséquences psychologiques sont dévastatrices. 29 mars 1945, RAF Station Coltishall, Angleterre, 19h35. Le squadron leader, James Harrington, est assis aux messes des officiers et fixe son verre de whisky. Ses mains tremblent. Il n'a même pas touché le verre. Harrington a 23 ans. Il vole depuis 1942. Il a 31 victoires confirmées. Il a reçu la Distinguished Flying Cross. C'est un AS, un héros. Aujourd'hui, pour la première fois en 3 ans de combat, il a refusé d'obéir à un ordre. L'ordre était simple. Intercepter un ME-262 repéré au-dessus de Norwich. Harrington et son escadrille de 8 chasseurs Hawker Tempest, Bemka Fick, devaient décoller et engager le combat. Harrington a décollé. Il a volé jusqu'à la position. Il a vu le ME-262. Puis il a fait demi-tour et est retourné à la base. Son commandant, le Wing Commander Geoffrey Maitland, l'attend dans son bureau. Maitland a 35 ans. C'est un vétéran de la bataille d'Angleterre. Un homme qui ne tolère pas la lâcheté. Harrington explique « Mon commandant, j'ai vu le ME-262. J'ai analysé sa vitesse, j'ai évalué la situation tactique et j'ai décidé que l'engagement entraînerait des pertes inacceptables sans probabilité significative de succès. » Maitland demande « Avez-vous eu peur, squadron leader ?» Harrington répond après une longue pause « Oui, mon commandant, j'ai eu peur. J'ai eu peur de mener mes pilotes dans un combat que nous ne pouvons pas gagner. J'ai eu peur de les tuer pour rien. » Maitland classe le rapport. Il ne discipline pas Harrington, parce qu'il a reçu des rapports similaires de 19 autres commandants d'escadrille. Tous disent la même chose. Le ME-262 a fait quelque chose qu'aucune arme allemande n'avait réussi à faire auparavant. Il n'a pas seulement détruit des avions alliés, il a détruit la volonté de se battre. Un rapport psychiatrique de la RAF Medical Branch, rédigé par le squadron leader Dr. David Stafford Clark en avril 1945, analyse 127 pilotes ayant survécu à des rencontres avec des ME-262. Les résultats sont effroyables. 83% font état de troubles du sommeil. 76% font état de cauchemars récurrents à propos du bruit des réacteurs. 61% présentent des symptômes de réaction de stress aigu. 44% recommandent un transfert vers d'autres unités pour éviter les rencontres avec des ME-262. Stafford Clark écrit dans ses conclusions « L'impact psychologique du ME-262 surpasse son impact militaire réel. Un avion qui ne peut pas être abattu, qui attaque de nulle part
et disparaît viole la compréhension fondamentale du combat aérien sur laquelle nos pilotes sont formés. Il crée un sentiment d'impuissance qui est un poison pour le moral. Les Américains vivent la même chose. Un rapport interne de la 8th Air Force Psychological Warfare Division, déclassifié en 1989, documente des phénomènes similaires. Sur 211 pilotes de P-51 interrogés ayant rencontré des Me-262, 78% disent qu'ils préféreraient combattre 10 Bf-109 plutôt qu'un Me-262. 63% avouent qu'ils évitent consciemment l'engagement lors de la vue de Me-262, même lorsque cela est tactiquement possible. 41% font état de symptômes physiques tels que palpitations, sueur et nausées au bruit des réacteurs. Le rapport se termine par une déclaration remarquable. Le Me-262 a créé une barrière de la peur que la doctrine tactique seule ne peut surmonter. Nos pilotes, bien que courageux et bien entraînés, ont appris que le courage ne suffit pas contre la supériorité physique. Cette leçon a des implications profondes pour la future guerre aérienne. Cette future guerre aérienne arrive plus vite que prévu. 5 avril 1945. Quartier général de la 8th Air Force, High Wycombe, Angleterre. 10 heures. Le général James Doolittle est assis à son bureau et étudie des photos aériennes d'aérodromes allemands. Devant lui se trouvent les rapports de 19 groupes de bombardiers et de chasseurs différents. Tous racontent la même histoire. Le Me-262 est invincible dans les airs, mais il doit bien finir par atterrir. Doolittle a une réalisation simple. Si les chasseurs américains ne peuvent pas vaincre le Me-262 en combat aérien, ils doivent vaincre le Me-262 au sol. Ou au moins pendant ces moments les plus vulnérables, le décollage et l'atterrissage. La tactique est surnommée Opération Cimetière. Pas officiellement, bien sûr. C'est le nom que les pilotes lui donnent, parce qu'elle transforme les aérodromes allemands en véritables cimetières. La logique est d'une simplicité brutale. Le Me-262 a besoin de 224 km/h pour atterrir. C'est nettement plus élevé que les 145 km/h d'un P-51 Mustang. À cette vitesse, le Me-262 ne peut pas manœuvrer. Il vole en ligne droite, une cible parfaite. Au décollage, c'est la même chose. Les réacteurs Junkers Jumo 004 mettent 30 secondes pour passer du ralenti à la pleine puissance. Pendant ces 30 secondes, le Me-262 est lent, vulnérable, mortellement vulnérable. Le 7 avril 1945, l'opération Cimetière est mise en œuvre à grande échelle pour la première fois. Objectif, la base aérienne de Rhein-Opsten, le fief du IJG-7, équipé de 40 Me-262. À 14h30, 16 P-51 Mustang attaquent l'aérodrome. Pas les bombardiers, pas les hangars, la piste d'atterrissage. Pendant que les Me-262 atterrissent et décollent, les résultats sont dévastateurs. 3 Me-262 sont abattus en phase d'atterrissage. 5 sont détruits au décollage. 2 s'écrasent parce que leurs pilotes ont décollé trop vite et ont surchargé les réacteurs. 10 Me-262 perdus en 20 minutes. Sans un seul combat aérien, les Allemands réagissent. Ils stationnent des batteries de flak autour de chaque aérodrome. Ils entraînent des pilotes de Bf-109 pour assurer la couverture des Me-262 au décollage et à l'atterrissage. Ils construisent des zones de décollage et d'atterrissage renforcées avec des protections anti-éclat en béton. Mais les Américains s'adaptent. Ils envoient des formations plus importantes. Ils coordonnent leurs actions avec les bombardiers qui détruisent les positions de la flak. Ils apprennent les moments exacts où les Me-262 doivent atterrir en fonction de leur consommation de carburant. Un jeu du chat et de la souris terrible commence. Le Me-262, invaincu dans les airs, est chassé au sol. Les pilotes allemands décrivent cela comme un véritable enfer. Ils survivent au combat aérien. Puis ils meurent à l'atterrissage. L'oberlieutenant Walter Schuck,
Un pilote de Me 262, crédité de 11 victoires sur des avions à réaction, décrit la situation dans son journal, déclassifié en 1997. « Nous sommes des dieux dans les airs et des mortels à l'atterrissage. L'ennemi ne peut pas nous vaincre là-haut, alors il attend ici, en bas. Chaque jour, je vois des camarades s'embraser à 200 mètres de la piste. Nous n'atterrissons plus. Nous nous écrasons vers la terre en espérant survivre. » Les statistiques confirment le cauchemar de Schuck. De mars à avril 1945, la Luftwaffe perd 237 MEM 262. Parmi eux, 61 sont abattus en combat aérien. 127 sont détruits lors d'attaques au sol sur les aérodromes. 49 s'écrasent au décollage ou à l'atterrissage. Le Me 262 reste supérieur. Mais la supériorité ne suffit pas si l'on ne peut pas décoller et atterrir en toute sécurité. Mais alors, les Alliés découvrent quelque chose qui leur glace le sang. Les pilotes de Me 262 ne sont pas seulement techniquement supérieurs, ils sont psychologiquement inébranlables. Ils savent qu'ils peuvent mourir à l'atterrissage. Ils décollent malgré tout. Le lieutenant-colonel Jean-Pierre Moulin, commandant du 359th Fighter Group, écrit dans son journal de guerre le 14 avril 1945 « J'ai vu aujourd'hui quelque chose que je dois respecter, même si c'est mon ennemi. Un Me 262 a atterri sous le feu de 4 de mes Mustangs. Le pilote savait qu'il était mort, mais il a atterri parfaitement, a ralenti et est sorti de son cockpit pendant que nous lui tirions dessus. Il nous a salués. Puis son avion a explosé. Je ne sais pas s'il a survécu, mais je n'oublierai jamais son courage. Ces histoires se multiplient. Les pilotes alliés ne décrivent plus les pilotes allemands de Me 262 comme des ennemis, mais comme des guerriers qui combattent contre des chances impossibles. Cela crée une atmosphère étrange de respect, mêlée de terreur. Le capitaine Robert Lemaire, le même pilote du 7 mars, effectue sa dernière mission au-dessus de l'Allemagne le 20 avril. Il voit un Me 262 en phase d'atterrissage sur l'aérodrome de Brandenburg-Brest. Ses ordres sont clairs, attaquer. Lemaire vise. Son doigt est sur la gâchette. Le Me 262 est parfaitement dans le viseur. Un abattage garanti. Mais alors, Lemaire voit quelque chose. Le pilote allemand ne fait aucune manœuvre d'évitement. Il continue simplement à voler, tout droit, directement vers la piste, comme si Lemaire n'existait pas. Lemaire ne tire pas, il se retire. Des années plus tard, dans une interview en 1987, il explique pourquoi. « J'avais 27 victoires. Je n'avais pas besoin d'une 28e. Ce pilote allemand avait déjà prouvé qu'il était plus courageux que moi. Le tuer à l'atterrissage n'aurait prouvé qu'une seule chose, que j'étais un lâche. Lemaire n'est pas sanctionné pour cela, parce que son commandant comprend. Il y a une différence entre une cible militaire légitime et un meurtre. Cette ligne est floue en temps de guerre, mais elle existe. La RAF britannique est confrontée à des dilemmes moraux similaires. Un rapport du maréchal en chef de l'air Arthur Tedder à Winston Churchill, rédigé le 23 avril 1945, 2 semaines avant la fin de la guerre, est remarquable. Les pilotes de chasse à réaction allemands font preuve d'une forme de courage que nos pilotes craignent et admirent à la fois. Ils se battent sans espoir de victoire, sans carburant suffisant, sans soutien adéquat. Pourtant, ils continuent à se battre. Il s'agit soit de fanatisme, soit de professionnalisme à son plus haut niveau. J'incline pour la seconde interprétation. Le rapport de Tedder reste classifié jusqu'en 1985. L'implication est claire. Les Alliés ne veulent pas admettre que leurs ennemis les ont surpassés non seulement technologiquement, mais aussi psychologiquement. Le général américain Charles Leclerc, commandant des forces aériennes stratégiques des États-Unis en Europe, ordonne en avril 1945 une analyse complète de la menace Me 262. L'analyse menée par 17 tacticiens et statisticiens du combat aérien produit un rapport de 89 pages. Déclassifié en 1993, les données de base sont choquantes.
De septembre 1944 à avril 1945, les ME-262 effectuent environ 2200 missions de combat. Ils détruisent 542 avions alliés, dont 387 bombardiers lourds, 155 avions de chasse. Cela représente un taux de réussite moyen de 0,25 abattages par mission. Les chasseurs allemands conventionnels atteignent 0,09 abattages par mission. Le ME-262 est presque 3 fois plus efficace, mais la statistique vraiment choquante est le taux de perte. Sur 1430 ME-262 produits, seuls environ 200 sont détruits par un combat aérien direct. Les autres sont perdus à cause d'attaques au sol, de pannes techniques, de manque de carburant ou d'erreurs de pilotage. Cela signifie qu'en combat aérien direct, le M262 a un taux de survie de près de 90%. Comparez cela au P-51 Mustang. Taux de survie en combat aérien d'environ 62%. Ou au Spitfire, 58%. Ou au Bf-109, 51%. Le ME-262 n'est pas seulement supérieur, il évolue dans une toute autre catégorie. Le rapport se termine par une recommandation qui définira l'avenir de l'aviation. Le développement de la technologie des avions à réaction doit être la priorité absolue pour l'aviation d'après-guerre. Les avions à hélice sont obsolètes. Les Allemands ont démontré l'avenir. Nous devons absolument embrasser cet avenir. Sinon, nous serons dominés dans chaque conflit futur. C'est une recommandation que les États-Unis suivent immédiatement. En mai 1945, quelques jours après la fin de la guerre, l'opération Lusty est lancée. Lusty, acronyme pour Luftwaffe Secret Technology, technologie secrète de la Luftwaffe. Des centaines de techniciens américains et britanniques ratissent l'Allemagne à la recherche d'appareils ME-262, de moteurs, de plans de construction. Ils découvrent 127 ME-262 intacts. Ils trouvent 311 moteurs Junkers Jumo 004. Ils mettent la main sur des installations de fabrication complètes dans des usines souterraines. Tout est envoyé en Amérique. Tout est étudié. Tout est copié. Les premiers chasseurs à réaction américains, comme le Lockheed P-80 Shooting Star et le Republic F-84 Thunderjet, sont directement basés sur la technologie du Mi-262. Le de Havilland Vampire et le Gloucester Meteor Mk3 britannique intègrent la technologie de turbine allemande. L'armée de l'air soviétique est encore plus directe. Elle copie le Me-262 presque à l'identique. Le résultat, le Lavochkin La-15, et plus tard, le MiG-15, qui dominera les F-86 sabres américains pendant la guerre de Corée. Le Me-262 perd la Seconde Guerre mondiale, mais il gagne l'avenir. 25 avril 1945, base aérienne de Lechfeld, Allemagne, 16h47. Le major Heinrich Erler monte pour la dernière fois à bord de son Me-262 à Puna, numéro de série 12372. Il a 30 ans. Il a 209 victoires confirmées, dont 25 avec le Me-262 au cours des 3 derniers mois. L'Allemagne perd la guerre. Tout le monde le sait. L'armée soviétique se trouve à 200 km à l'est de Berlin. Les armées américaines et britanniques avancent depuis l'ouest. Ce n'est qu'une question de jours, peut-être de semaines. Erler décolle malgré tout, parce que c'est un soldat, parce que ses camarades se battent, parce qu'abandonner n'est pas une option. Il vole vers le nord. Son radar indique une formation de B-17 américains au-dessus d'Augsbourg, 80 bombardiers, peut-être 100 chasseurs d'escorte. Erler attaque seul, il détruit 3 B-17 dès sa première passe. Il se retourne pour une deuxième attaque. 2 autres B-17 explosent. Les P-51 américains tentent de l'engager. Erler accélère simplement pour s'éloigner. Puis, son moteur droit cesse de fonctionner. Pas d'explosion, pas d'avertissement. Il s'éteint tout simplement. Manque de carburant ou défaut technique. Erler ne le sait pas. Avec un seul moteur, le Me-262 ne peut pas voler.
Il est trop lourd, trop instable. Erler contacte sa base par radio. Ici Erler. Je ne reviendrai pas. L'ennemi est nombreux, mais pas invincible. Continuez à vous battre. L'Allemagne avant tout. Puis, il s'écrase. Il n'essaie pas de sauter. Il reste à bord du Me-262 jusqu'à l'impact. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard par des troupes américaines. Il est enterré avec les honneurs militaires. Erler est l'un des centaines de pilotes de Me-262 qui meurent dans les derniers jours de la guerre, non pas parce qu'ils sont fanatiques, mais parce que ce sont des soldats qui croient que le devoir est plus important que la survie. Les pilotes alliés qui vivent ces derniers combats décrivent un sentiment étrange. Pas de triomphe, mais un soulagement mêlé de respect. Ils ont vaincu un ennemi technologiquement supérieur, mais ils ne l'ont vaincu que parce qu'il avait peu d'avions, peu de carburant et plus d'espoir. Que se serait-il passé si l'Allemagne avait rendu le Me-262 opérationnel 1 an plus tôt? Que se serait-il passé si elle en avait produit 10 000 au lieu de 1430? Ces questions hantent les commandants alliés dans les années d'après-guerre. La réponse est désagréable. L'Allemagne aurait gagné la supériorité aérienne. L'offensive stratégique de bombardement aurait échoué. Le jour J aurait dû être retardé. La guerre aurait duré des années de plus. Le Me-262 est arrivé trop tard pour sauver l'Allemagne. Mais il est arrivé assez tôt pour terroriser les Alliés. Cette histoire n'est pas seulement une statistique tirée d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui ont décidé du sort de millions de personnes. Les moments où des pilotes américains comme Robert Johnson ont réalisé que le courage seul ne suffit pas face à la supériorité physique. Les moments où des commandants britanniques comme le Wing Commander Maitland ont dû autoriser leurs pilotes à fuir au lieu de se battre. Les moments où des pilotes allemands comme Heinrich Erler ont décidé que l'honneur était plus important que la survie. Ce ne sont pas des concepts historiques abstraits. Ce sont des décisions humaines prises sous une pression extrême, des décisions qui ont coûté des milliers de vies, des décisions qui ont défini l'avenir de la guerre aérienne. Si vous avez regardé cette vidéo, vous avez compris pourquoi le Me-262 était plus qu'un simple avion. C'était un instrument de terreur, une arme psychologique, une preuve que la supériorité technologique est plus importante que la supériorité numérique. Le taux de perte de 80% n'était pas qu'une statistique. C'était 80% de jeunes hommes qui croyaient se battre pour la liberté, qui croyaient que leur P-51 Mustang était invincible, qui ont appris qu'ils avaient tort et qui l'ont payé de leur vie. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires sur la supériorité technologique pendant la Seconde Guerre mondiale. Des histoires que personne d'autre ne raconte. Des histoires qui révèlent la vérité derrière les mythes. Le 8 mai 1945, la guerre en Europe prend fin. Le Messerschmitt Me-262 effectue sa dernière mission de combat le 3 mai. En 3 ans de développement et 8 mois de combats intensifs, il a changé la guerre aérienne à jamais. Les chiffres racontent une histoire de terreur technologique. 1430. Me-262 produits. 542 avions alliés détruits. Seulement 200 Me-262 perdus en combat aérien direct. Un ratio de victoire sur perte de 2,7 pour 1. Comparez cela au Bf-109, 1,2 pour 1, ou au FW-190, 1,5 pour 1. Mais l'impact réel était psychologique. Des milliers de pilotes alliés qui ont survécu aux rencontres avec le Me-262 ont connu pour la première fois l'impuissance absolue face à la supériorité technologique. Cela n'a pas seulement changé leur tactique, cela a changé leur vision du monde. Les mémoires d'après-guerre sont remplies de ces réflexions. Le général James Doolittle écrit en 1954 « Le Me-262 m'a appris que la guerre ne se gagne pas uniquement par le courage, mais par la technologie, l'innovation et la volonté de remettre en question la sagesse conventionnelle. Si les Allemands avaient eu plus de temps, nous aurions perdu. »
L'Air Chief Marshal Arthur Tedder est plus direct dans ses mémoires publiées en 1966. « Nous avons eu de la chance, pas du talent. Les Allemands ont développé le Me-262 trop tard et en ont produit trop peu. Mais ils nous ont montré que l'avenir appartient aux avions à réaction. Nous avons ignoré cette leçon à nos propres risques. » Les commandants soviétiques sont encore plus honnêtes, bien que uniquement dans des rapports classifiés. Marshal Alexander Novikov, commandant de l'aviation soviétique, écrit à Staline en 1946 « La technologie allemande du Me-262 a au moins 5 ans d'avance sur la nôtre. Nous devons faire tout notre possible pour capturer des ingénieurs et des plans allemands. Sinon, nous serons désespérément inférieurs lors du prochain conflit. » Staline suit ce conseil. Des centaines d'ingénieurs aéronautiques allemands sont emmenés en Russie. Certains volontairement, la plupart non. Ils travaillent dans des centres de recherche fermés à Moscou, Kazan et Novosibirsk. Ils développent la première génération de chasseurs à réaction soviétique. Le résultat est le Mikoyan Gourevitch MiG-15. Qui effectue son premier vol en 1947. Il est basé sur l'aérodynamique du Me-262, une copie du design du moteur allemand et la production soviétique. Pendant la guerre de Corée, il dominera les chasseurs américains F-80 et F-84. Seul le F-86 Sabre, lui-même une évolution de la technologie allemande, pourra se battre à égalité. Les Américains sont plus rapides. Dès juillet 1945, les premiers Me-262 capturés volent sous les couleurs américaines au-dessus de Wright Field, dans l'Ohio. Des pilotes d'essai étudient chaque caractéristique, chaque force, chaque faiblesse. Chuck Yeager, qui deviendra plus tard le premier homme à franchir le mur du son, pilote un Me-262, capturé en août 1945. Son rapport est remarquable. Cet avion a 5 ans d'avance sur son temps, peut-être 10. Il accélère comme rien de ce que j'ai jamais piloté. La vitesse est époustouflante. Les commandes sont sensibles mais précises. Si l'Allemagne en avait eu 1000, nous aurions perdu la guerre aérienne. Les mots de Yeager sont prophétiques. Le Lockheed P-80 Shooting Star, le premier chasseur à réaction américain, intègre des éléments de conception du Me-262. Le North American F-86 Sabre utilise des concepts d'ailes en flèche du Me-262. Le McDonnell F-4 Phantom II, qui volera des décennies plus tard pendant la guerre du Vietnam, reflète la disposition des turbines du Me-262. Le Me-262 est la mère de tous les avions de chasse modernes. Chaque chasseur à réaction qui vole aujourd'hui, du F-35 Lightning II au Sukhoi Su-57 russe, est un descendant direct de cette innovation allemande. Voilà pour l'héritage technologique. Mais il existe un héritage plus sombre. Le taux de perte de 80% a appris que les pilotes, peu importe leur courage, sont impuissants face à une technologie supérieure. Cette leçon a défini la stratégie militaire moderne. Aujourd'hui, les nations investissent des milliards dans la technologie furtive, les systèmes radars supérieurs, les missiles à plus longue portée, tout pour atteindre la supériorité technologique. Parce que le Me-262 a montré que, dans la guerre moderne, ce n'est pas le plus courageux qui gagne, mais le plus avancé technologiquement. Les pilotes alliés qui ont combattu le Me-262 en 1945 l'ont compris. Beaucoup ont survécu uniquement parce qu'ils ont refusé de combattre, parce qu'ils ont déserté, parce qu'ils ont suivi des ordres officiels interdisant l'engagement. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était du réalisme, c'était la reconnaissance que le courage humain ne peut rien contre la réalité physique. Cette leçon a façonné des générations de chefs militaires. Aujourd'hui, aucun général n'enverrait ses pilotes au combat là où ils sont technologiquement inférieurs. La doctrine est claire, atteindre la supériorité technologique ou ne pas combattre. Le Me-262 a enseigné cela.
avec terreur, avec du sang, avec 542 avions alliés abattus, avec un taux de perte de 80% lors des tentatives de poursuite. Voilà son héritage, un héritage d'innovation, de terreur, de domination technologique et un héritage de pilotes alliés qui ont refusé de mourir pour rien. Cette histoire ne se termine pas en 1945. Elle se poursuit dans chaque avion de combat moderne, dans chaque stratégie militaire qui privilégie la technologie au nombre, dans chaque leçon sur la guerre asymétrique. Le Messerschmitt Me-262 a été le premier avion à forcer les pilotes alliés à déserter, le premier avion à produire des ordres officiels interdisant le combat, le premier avion à prouver que la supériorité technologique est absolue. Et l'histoire de ce taux de perte de 80% est l'histoire de jeunes hommes qui ont appris que le courage seul ne suffit pas, que l'honneur ne suffit pas contre la physique, que survivre est parfois plus important que se battre. Ces hommes qui ont refusé de poursuivre les Me-262 n'étaient pas des lâches, c'étaient des survivants. Ils étaient suffisamment réalistes pour comprendre qu'ils ne pouvaient pas gagner contre une arme supérieure, et leur refus de combattre a enseigné plus sur la guerre moderne que n'importe quelle victoire. C'est la vraie histoire du Messerschmitt Me-262. Pas une histoire de triomphe allemand, mais une histoire de terreur alliée, d'adaptation tactique forcée, d'effondrement psychologique, de la naissance de la guerre aérienne moderne, une histoire qui est encore pertinente 80 ans plus tard, parce que la technologie est toujours plus importante que le courage, parce que l'innovation est toujours plus importante que le nombre, parce que la leçon du Me-262 est intemporelle. Être supérieur signifie survivre. Être inférieur signifie mourir. Il n'y a pas de troisième voie.